Troisième partie de ce chapitre de géographie sur les mers et les océans, avec une partie sur la puissance maritime française. La première sous-partie, c'est l'étude de cas sur le port du Havre, donc je passe, et la réalisation en devoir maison de ce croquis sur la place du Havre en Europe. Grand B, la présence maritime de la France dans le monde. Vous allez voir, ça va être assez simple et assez rapide. D'abord, la France va se distinguer par l'importance de sa zone économique exclusive, de sa ZEE. Si on additionne donc la zone économique exclusive de la France métropolitaine, que vous voyez ici, notamment dans la Manche, en Atlantique et en Méditerranée, et surtout les zones économiques exclusives formées par les possessions d'outre-mer de la France, on arrive à une surface totale, une superficie totale de 11 millions de kilomètres carrés, ce qui fait de la ZEE française la deuxième plus grande ZEE au monde, après celle des États-Unis et devant celle de l'Australie, de la Russie ou encore du Royaume-Uni. Si vous regardez les superficies de ces différents espaces maritimes français, vous voyez la place écrasante des zones économiques exclusives de l'outre-mer et notamment l'importance de la Polynésie française, de la superficie de la zone économique exclusive de la Polynésie française, qui représente en fait presque la moitié de la zone économique exclusive française. La France a donc la particularité d'être présente sur à peu près tous les océans, d'avoir des territoires ultramarins, c'est-à-dire des territoires d'outre-mer, qui vont être répartis aux quatre coins du globe. Ces territoires ultramarins sont les résidus, si vous voulez, des empires coloniaux français, et également, il n'y a pas seulement la colonisation, également des territoires qui ont été découverts, entre guillemets, lors des grands voyages d'exploration organisés par la France, notamment au XIXe siècle. Alors, je ne vais pas reprendre tous ces territoires les uns après les autres. Vous allez avoir des territoires d'outre-mer dans l'Atlantique et l'espace Caraïbe, avec des départements comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, des territoires comme Saint-Pierre et Miquelon, des territoires également dans l'océan Indien, là encore des départements comme Mayotte et la Réunion, et l'ensemble des îles qui sont à la lisière entre l'océan Indien et l'océan glacial antarctique, qui servent en fait comme les Kerguelen essentiellement de base scientifique. Et surtout les territoires du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française dont on vient de parler. On peut aussi citer des territoires un petit peu moins connus comme Clipperton au large du Mexique, qui vont avoir un intérêt clairement stratégique pour la France. Donc une répartition de cette présence maritime de la France dans à peu près tous les océans, avec tout ce que ça peut impliquer, comme on va voir, d'intérêt économique, d'intérêt stratégique, d'intérêt également scientifique. Alors, quelques éléments sur la puissance maritime de la France, et je vous mets qu'il s'agit d'une puissance maritime contrastée. Donc, on va voir en fait qu'il y a à chaque fois un certain nombre d'avantages, d'atouts de cette puissance maritime française, mais aussi un certain nombre de limites. On peut commencer, puisqu'on sait ce qu'on a travaillé avec le port du Havre, on peut commencer avec les GPM, c'est-à-dire les grands ports maritimes. Ce terme de grand port maritime, c'est en fait un statut qui a été créé en 2008
et qui va être attribué au plus grand port français, et ça va impliquer en fait toute une politique de développement. Vous voyez ces grands ports comme Dunkerque, Le Havre, Marseille, etc. Donc on a vu dans l'étude de cas sur Marseille, le premier port français en volume, c'est Marseille. En revanche, en termes de trafic de conteneurs, ce que vous voyez d'ailleurs dans cette carte, marchandises conteneurisées, c'est Le Havre qui va être en tête. Bon. La carte que je vous propose, elle est explicite et on comprend tout de suite le problème de ces ports français. Donc, ce sont des ports qui peuvent avoir des atouts. Marseille va être situé, va avoir une importance assez grande en Méditerranée. Donc, la Méditerranée qui va être un espace important dans le commerce européen, au débouché notamment du canal de Suez. On voit que Le Havre et Dunkerque font partie de la façade maritime de la Northern Range, c'est-à-dire une des façades maritimes les plus empruntées au monde avec la façade maritime chinoise. Donc il y a des atouts pour ces ports. On pourrait d'ailleurs aussi évoquer les ports de pêche, par exemple. Mais si vous regardez la carte, vous voyez immédiatement cette position très secondaire par rapport aux grands ports européens. Le Havre, comme on l'a vu, va être derrière Rotterdam, derrière Anvers, derrière Hambourg et même derrière Brême. Et va être seulement le 5e port de cette Northern Range, à peu près à égalité en fait avec Rotterdam. Tout dépend, comme toujours, si vous regardez les trafics de conteneurs ou les volumes de façon générale. De façon générale d'ailleurs, Amsterdam est devant. Et comme on l'a vu, un port comme Le Havre va être seulement 67e au niveau mondial. Donc ce sont des ports français qui sont déjà secondaires au niveau européen, et encore plus si on regarde la situation mondiale. En fait, ces ports français, comme on va le détailler un petit peu, ont eu du mal à s'adapter à la mondialisation et à rester compétitifs, notamment pour tout ce qui est trafic de conteneurs. Si on regarde un petit peu dans le détail, on l'a vu avec le port du Havre, le problème, ce n'était pas forcément les installations portuaires en tant que telles, même si elles nécessiteraient parfois un certain nombre de nouveaux aménagements pour accueillir les porte-conteneurs vraiment les plus importants. Le problème peut-être le plus fondamental, c'est celui de la connexion entre le port et son arrière-pays. Vous voyez sur cette carte que le port du Havre va desservir toute la moitié ouest de la France, le port de Marseille va desservir le sud de la France, mais tout le nord, l'est et jusqu'à des régions très centrales sont en fait dépendantes des ports d'Anvers et de Rotterdam. Donc il y a un problème de connexion qui fait que à partir du moment où des marchandises arrivent dans un port comme le Havre, il est assez difficile de les convoyer dans le reste du territoire français. Notamment parce que les autoroutes sont performantes, mais le réseau de chemin de fer reste trop limité pour ce qu'on appelle le fret, c'est-à-dire le transport de marchandises. Même chose, tout ce qui est transport fluvial, canaux, reste beaucoup moins développé que ce que vous pouvez trouver aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Donc la France a beaucoup de mal à suivre le rythme de ports comme celui de Rotterdam. Et en fait, la France dépend en grande partie du commerce qui s'effectue à Anvers ou à Rotterdam. L'objectif de la création justement du statut de grand port maritime est d'essayer de redonner une véritable compétitivité à ces ports français et à réussir à sortir de cette concurrence, enfin à réussir à s'approcher du niveau d'Anvers ou de Rotterdam. Donc, vous voyez, un conteneur sur deux à destination de la France ne passe pas par un port français. Bon, autant dire que pour l'instant, on est très très loin du compte en France. Quelques éléments rapidement sur le secteur naval qui a été pendant longtemps, notamment pendant les 30 Glorieuses,
un des grands fleurons de l'industrie française. Dans les années 80-90, ce secteur a connu une crise considérable, avec notamment le départ, la délocalisation plus exactement, d'une grande partie de la production en Asie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays asiatiques dominent ce secteur de la construction navale. Cela dit, au niveau européen, la France garde un certain nombre d'atouts. Je vous ai mis une photographie des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Il s'agit du plus grand chantier naval d'Europe, qui a connu donc lui aussi une crise très importante, mais qui a réussi à diversifier sa production et à s'appuyer sur un certain nombre d'atouts. Il va y avoir la production de grands paquebots, mais également en France, la production militaire, qui va rester très importante. Le secteur militaire en France est très très puissant. Et également tout ce qui est du domaine des navires de plaisance. Donc on va dire qu'en termes de production de porte-conteneurs, par exemple, la France est très très loin des leaders asiatiques. Et la flotte française, si vous voulez, est assez limitée. Mais dans un certain nombre de domaines plus prestigieux, on va dire, la France reste compétitive dans ce secteur naval. La puissance militaire française, alors là encore, en fait, vous avez compris tout de suite l'idée de cette partie. Là encore, la France a des atouts qui lui permettent d'être bien positionnée au niveau des classements mondiaux, mais la France est loin encore des leaders et surtout a tendance à se faire petit à petit rattraper, voire dépasser par de nouvelles puissances. On vous met 7e rang mondial de cette marine nationale française, ce qui classerait d'ailleurs la marine nationale française un tout petit peu en dessous de son armée de terre, 117 bâtiments, soit un porte-avions. Alors là, c'est clairement quelque chose d'intéressant. Vous avez le fameux porte-avions Charles de Gaulle, qui est le premier, comme on vous met, et le seul bâtiment de combat de surface à propulsion nucléaire en Europe. Donc ça veut dire que la France a, pour ses missions extérieures, un porte-avions nucléaire qui va pouvoir transporter plusieurs dizaines de Rafales, donc des avions de guerre extrêmement performants. Donc un navire, si vous voulez, de très très grande qualité, le seul de ce type en Europe. Donc c'est un atout considérable pour la France. Il ne faudrait pas minimiser ça. Le problème, alors d'abord évidemment on peut comparer avec les États-Unis. Et là on se rend compte que les États-Unis ont 10 porte-avions équivalents au Charles de Gaulle. Donc forcément c'est une avance écrasante. La Chine en a un. Alors en fait, depuis l'apparition de ce document, elle en a 2. L'Inde en a un. La Russie en a un. Bon. Même le Royaume-Uni n'en a pas. Donc c'est vrai que ça place la France parmi les puissances maritimes importantes. Mais si vous regardez les navires en construction, là vous vous rendez compte que la France n'a pas de nouveaux porte-avions en construction, sachant que le Charles de Gaulle date déjà de 2001. Donc on réfléchit actuellement pour savoir qu'est-ce qu'on fait finalement. Est-ce qu'on va construire de nouveaux porte-avions? Est-ce qu'on essaye de garder un peu plus longtemps le Charles de Gaulle? Quoi qu'il en soit, la France est déjà en train de se faire sévèrement distancer par la Chine et risque d'être petit à petit distancée à nouveau par le Royaume-Uni, l'Inde, etc. Autre atout de la France, quand même, mentionner les 10 sous-marins nucléaires. Alors c'est très loin évidemment de la flotte américaine, mais ça fait partie quand même des flottes de sous-marins nucléaires vraiment les plus importantes, ce qui va permettre à la France d'avoir une capacité de projection et de dissuasion nucléaire. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir envoyer potentiellement ces bombes atomiques sur des adversaires en les lançant de sous-marins qui peuvent se trouver partout dans les océans. Donc voilà. Une marine de guerre qui correspond à la puissance de la France, la puissance militaire de la France, c'est-à-dire une marine de guerre importante,
mais forcément limité par rapport à ce que peuvent proposer par exemple les Américains. Pour finir, en ce qui concerne les atouts économiques liés à cette présence dans les océans, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, je vous ai remis un certain nombre de chiffres sur cette diapositive. Deuxième espace maritime mondial, après les États-Unis, comme on l'a vu. Ça représente 350 000 emplois, soit 91 milliards de chiffre d'affaires, et on vous met premier producteur européen de biotechnologie marine. Alors ces biotechnologies marines, c'est en effet, voilà, ça peut être tout ce qui est du domaine de la chimie, de la pharmacie, c'est en effet un des points sur lesquels la France a décidé d'insister, et où elle va se trouver assez performante. Cet espace maritime va aussi impliquer des ressources halieutiques, c'est-à-dire la pêche, des gisements pétroliers offshore, alors pas tant que ça, cela dit, mais vous allez avoir notamment ceux que l'on trouve au large de la Guyane, qui sont en pleine exploration actuellement, mais qui ont un fort potentiel dans une région, l'espace Caraïbe, où les gisements pétroliers sont nombreux. Vous voyez d'ailleurs que la France a délimité sa zone économique exclusive, où elle a trouvé ce pétrole, et demande, et a même obtenu en fait l'extension de son plateau continental afin de pouvoir bénéficier au maximum de ces gisements pétroliers qu'elle a ou qu'elle va découvrir. Alors, ça amène en fait à la conclusion sur ces questions économiques. Forcément, cette zone économique exclusive française, cette présence dans les océans constitue tout un ensemble d'atouts économiques, notamment l'exploitation des ressources sous-marines, des ressources pétrolières, des ressources métallurgiques, etc. Mais ce sont des atouts économiques qui souvent restent à exploiter. Les explorations peuvent être encore incomplètes. Il faut souvent continuer des prospections, comme on dit, c'est-à-dire les recherches de ressources pétrolières et métallurgiques, et ensuite il reste à les mettre en exploitation. Donc il faut voir cet espace maritime davantage comme un potentiel de puissance économique que pour l'instant comme un élément vraiment central de l'économie française. Voilà, donc on en a terminé avec ce chapitre sur les mers et les océans. Et voilà.